L'effondrement du secteur immobilier chinois ces dernières années a rendu certaines villes extrêmement abordables, témoignant de la crise économique que traverse le pays. Cette année devait relancer l'économie, mais le Parti communiste fait face à un nouveau problème, la crise de la dette. Les autorités locales manquent-elles de fonds? Certains fonctionnaires sur la liste de paie de l'État chinois voient leur salaire réduit. En Chine, une répression cible actuellement les grandes entreprises, en particulier les géants de la technologie, qui subissent des amendes et des restrictions. Quelles sont les motivations derrière ces actions? La Chine traverse une grave crise fiscale qui menace l'ensemble du gouvernement et risque de provoquer son effondrement. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les gouvernements locaux croulent sous des dettes de plusieurs billions, tandis que les entreprises font face à des répressions brutales. Pour empirer la situation, l'effondrement continu du marché immobilier ne fait qu'aggraver les choses. La question est, comment les choses ont-elles pu se dégrader à ce point en si peu de temps? Cette vidéo explore les défauts du système fiscal chinois et leurs lourdes répercussions sur la Chine et le monde entier. En résumé, la crise fiscale de la Chine découle d'un manque de recettes fiscales suffisantes pour le pays. Ces recettes permettent au gouvernement de financer les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, les trains à grande vitesse, et même les navires patrouillant en mer de Chine méridionale. Donc oui, c'est assez important. La baisse des revenus de la Chine rend plus difficile la résolution des problèmes économiques majeurs, et les failles du système commencent à apparaître. Un point intéressant de cette crise est que l'économie chinoise a progressé de 5,4% durant le premier trimestre 2025. Malgré cette croissance, le gouvernement a collecté 3,5% de moins d'impôts pendant ces mois qu'en 2024. C'est une perte d'environ 174 milliards de yuans, soit environ 23,8 milliards de dollars américains. C'est une somme conséquente dont le gouvernement se prive et cela montre pourquoi il s'efforce d'équilibrer la croissance avec un budget plus serré. Les recettes fiscales en Chine ont entamé leur baisse depuis fin 2023, en dépit des prévisions de croissance économique globale. Ce n'est pas un événement isolé. Mais comment est-ce logique? Comment l'économie peut-elle croître avec moins de recettes fiscales simultanément? Abordons d'abord ce point, puis nous plongerons dans les origines de cette crise fiscale. Le Parti communiste chinois s'indigne désormais lorsque le produit intérieur brut de la Chine est critiqué. C'est pourquoi, quand les données fiscales ont montré que le produit intérieur brut chinois ne croît pas, le Parti communiste chinois a décidé de cacher progressivement ces données économiques. C'est la façon de faire du Parti communiste chinois, dissimuler la vérité et répandre des mensonges. En fait, le gouvernement chinois dispose d'un budget de 30 milliards de dollars par an, juste pour diffuser de la propagande à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine. Sans vous tous, nous serions incapables de dévoiler leurs mensonges. Nous n'avons pas des milliards ou même des millions, mais nous avons la vérité. C'est plus puissant. Prenez une seconde pour cliquer sur j'aime et s'abonner en bas. Cela nous aide à diffuser la vérité à plus de gens. Nous vous apprécions. En termes simples, la croissance qui a été enregistrée dans l'économie de la Chine au premier trimestre de cette année n'a pas été répartie de manière égale sur tout. Ce n'est pas comme si chaque entreprise ou personne se portait mieux. Une grande partie de cette croissance de 5,4% provient de facteurs spécifiques, comme les usines qui doublent leur rythme de production pour l'exportation. Pourquoi la précipitation ? Rappelez-vous que les États-Unis ont imposé de nouveaux tarifs sur les produits chinois qui devaient être activés en avril 2025. Les entreprises chinoises voulaient sortir leurs produits avant l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations, anticipant de futurs problèmes. Cela a fait paraître l'économie plus forte à cause de toutes ces exportations qui comptent pour le produit intérieur brut. Mais voici le hic. Les usines occupées ne signifient pas nécessairement plus de profits ou d'impôts payés. Cela n'implique pas non plus que les citoyens dépensent davantage, un facteur crucial pour les impôts. Malgré la hausse du produit intérieur brut, la croissance qui alimente les comptes du gouvernement n'a pas été aussi forte, d'où notre baisse de 3,5%. Maintenant, revenons en arrière pour comprendre les origines de la terrible crise fiscale de la Chine. Cette crise fiscale écrasant l'économie n'est pas apparue soudainement. Elle s'est construite sur des décennies, enracinée dans l'évolution du système fiscal chinois et la lutte de pouvoir entre Pékin et les autorités locales. Ces bases historiques ont pavé la voie au chaos actuel, et les saisir est essentiel pour comprendre pleinement la crise. Commençons par l'évolution du système fiscal chinois, car c'est là que les graines de la crise ont été plantées. Dans les années 50, quand la Chine bâtissait son économie socialiste, le système fiscal était simple. Le gouvernement possédait la majorité des entreprises, rendant les impôts peu problématiques.
Cependant, à la fin des années 70, les entreprises d'État ont cessé de remettre simplement les bénéfices à Pékin, et les choses ont commencé à changer. La Chine ouvrait son économie sous Deng Xiaoping, passant d'un système planifié à un système qui embrassait les marchés. Le gouvernement devait donc instaurer un véritable système fiscal pour se financer, au-delà des bénéfices des entreprises. Dans les années 80, de nouvelles taxes sur les entreprises et les biens ont été instaurées pour s'adapter à l'économie en croissance, malgré un début chaotique. Les taxes étaient abondamment perçues par les gouvernements locaux, qui en gardaient souvent la majeure partie. Cela cote à laisser Pékin à court de fonds, peinant à financer la défense nationale ou de grands projets d'infrastructure. En 1994, Pékin, lassé du chaos, a lancé une grande réforme fiscale pour reprendre le contrôle. Ils ont divisé les taxes en 3 catégories. Les taxes centrales, comme les droits de douane, allaient directement à Pékin. Les taxes locales, comme les taxes foncières, restaient avec les provinces. Et les taxes partagées, comme la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens, étaient réparties entre les deux. Cette réforme a marqué un tournant. Pékin a reçu environ 55% des recettes fiscales, le reste allant aux gouvernements locaux. Ça semble juste, mais voici le hic. Les gouvernements locaux étaient maintenant responsables de 70% des dépenses, incluant les écoles, les hôpitaux et les routes. Ils avaient moins d'argent, mais plus de factures à payer. Pékin a promis de renvoyer de l'argent via des transferts pour compenser, mais ces paiements étaient souvent en retard ou insuffisants. Ce décalage a créé un déséquilibre de pouvoir qui est une grande partie de la crise d'aujourd'hui. La réforme de 1994 a modernisé la fiscalité, mais a mis les gouvernements locaux en difficulté, les poussant à trouver des financements innovants. Cela nous amène à la tension entre Pékin et les gouvernements locaux qui a façonné cette crise. Suite à la réforme de 1994, Pékin a renforcé son contrôle sur les taxes, privant les gouvernements locaux d'importantes sources de revenus, comme les taxes d'entreprise. Ils ont dû dépendre des informations renvoyées par Pékin. C'était une question non seulement d'argent, mais aussi de pouvoir. Pékin voulait un système centralisé fort pour maintenir l'unité du pays, mais les gouvernements locaux se sentaient étranglés, comme s'ils étaient chargés de faire le gros du travail avec une main liée dans le dos. Pour y remédier, les autorités locales explorent des alternatives. Sans autorisation de Pékin pour augmenter les impôts, ils ont dû faire preuve de créativité. Certains se sont tournés vers les frais, comme la facturation aux entreprises de licence ou de permis. D'autres ont utilisé des véhicules de financement spéciaux, des sociétés fantômes permettant de contracter des prêts sans figurer dans les livres officiels du gouvernement. Dans les années 2000, ces véhicules de financement omniprésents permettaient aux gouvernements locaux d'emprunter des milliards pour construire de nouvelles villes étincelantes. Pékin n'aimait pas cela, mais ils l'ont laissé passer parce que cela stimulait la croissance économique. L'économie chinoise était florissante, avec une croissance annuelle du produit intérieur brut de 10%, et cette construction effrénée rendait le pays irrésistible. Mais cette frénésie d'emprunt était comme construire une maison sur du sable. Quand l'économie a ralenti, ces dettes sont devenues un gros problème, et le système fiscal ne pouvait pas couvrir le déficit. Cela a déclenché une crise en cours. Le conflit entre le besoin de contrôle de Pékin et le désespoir des gouvernements locaux est une raison clé de la gravité de la situation actuelle. Puis il y a eu les ventes de terrain, c'est là que les choses ont vraiment déraillé. Dans les années 90, alors que les villes de Chine se développaient, les gouvernements locaux ont trouvé une mine d'or à leurs problèmes de revenus, vendre des terrains à des promoteurs immobiliers. En Chine, le gouvernement possède toutes les terres, mais les fonctionnaires locaux pouvaient les louer à long terme à des promoteurs. Les promoteurs ont payé d'importantes sommes à l'avance pour construire des logements et des commerces, que les gouvernements locaux ont utilisés pour financer diverses infrastructures, des routes aux écoles. Dans les années 2000, les ventes de terrains étaient une affaire énorme. En 2010, elles représentaient environ 30% des revenus des gouvernements locaux. Et en 2020, c'était plus proche de 40%. C'est des milliards de dollars chaque année, comme une machine à cash inépuisable. Des villes comme Shanghai et Shenzhen sont devenues des puissances mondiales, avec des gratte-ciel qui surgissent partout, tous alimentés par ce jackpot de vente de terrain. Mais il y avait un problème majeur avec ce système. Les gouvernements locaux sont devenus dépendants des ventes de terrain. Au lieu de bâtir un système fiscal robuste avec des impôts fonciers ou sur le revenu, ils ont misé sur cette injection ponctuelle de liquidités. Contrairement à d'autres pays, où les impôts fonciers ou sur le revenu fournissent des revenus réguliers, le système chinois est resté faible dans ces domaines. En 2020, les impôts sur le revenu des particuliers ne représentaient qu'environ 7% du total des recettes fiscales, contre 40% dans des pays comme les États-Unis. Et au lieu de corriger cela, le gouvernement a laissé les ventes de terrain combler le manque. C'était un choix facile à l'époque.
Pourquoi changer un système fiscal qui enrichissait tout le monde grâce aux ventes de terrains? C'était formidable quand le marché immobilier était florissant. Les promoteurs acquérèrent des terrains partout et les prix ne cessèrent d'augmenter. Mais cette pensée à court terme a créé un désastre à long terme. Un autre élément du puzzle historique est de comprendre comment les politiques financières passées ont alimenté ce gâchis. Suite à la crise financière mondiale de 2008, la Chine a fait face à un défi majeur. L'économie mondiale s'effondrait et les exportations, vitales pour la Chine, chutaient drastiquement. Pour stimuler la croissance, le gouvernement a lancé un plan de relance massif de billions de yuans dans l'économie. On a demandé aux gouvernements locaux d'emprunter et de dépenser pour construire des infrastructures. Considérez les autoroutes, aéroports et villes nouvelles. Cela a fonctionné comme par magie. L'économie de la Chine a rebondi, croissant de 9 à 10% en 2009, alors que d'autres pays étaient coincés dans une récession. Mais cela a eu un coût. Les gouvernements locaux ont utilisé ces véhicules de financement pour emprunter bien plus qu'ils ne pouvaient gérer. En 2015, leur dette était d'environ 40 billions de yuans, et une grande partie était liée aux ventes de terrains, puisqu'ils utilisaient les revenus futurs des terrains pour garantir leurs prêts. Cette frénésie d'emprunt ne se limitait pas à 2008, c'est devenu un modèle. Lorsque l'économie ralentissait, Pékin incitait les gouvernements locaux à accroître leurs dépenses, souvent via des ventes de terrains et des emprunts. Dans les années 2010, les dirigeants chinois voulaient maintenir une croissance élevée du produit intérieur brut, pour montrer au monde qu'ils étaient une superpuissance. Les responsables locaux, évalués sur leur capacité à développer l'économie, ont continué à vendre des terrains et à construire. Cela a créé une bulle immobilière, avec des promoteurs comme Evergrande empruntant des milliards pour acquérir des terrains et bâtir des logements. En 2020, le secteur immobilier représentait 25% de l'économie chinoise, bien plus que dans la plupart des autres pays. Mais lorsque la bulle a éclaté en 2021, les promoteurs faisant faillite et les ventes de terrains chutant de 40%, les gouvernements locaux ont été abandonnés. Leurs revenus se sont taris, mais pas les dettes, et le système fiscal n'a pas pu compenser le manque à gagner. Une autre dimension était que les politiques passées ont négligé la nécessité d'un système fiscal équilibré. Dans les années 90 et 2000, la Chine s'est concentrée sur les taxes faciles à percevoir, comme la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens. Des taxes courantes ailleurs, comme l'impôt foncier national qui pourrait stabiliser les revenus des villes, ont été ignorées. Ce modèle a fonctionné durant le boom économique et la production de masse, mais n'a pas permis de construire un système résistant aux périodes difficiles. Par exemple, les taxes à la consommation, comme celles sur les cigarettes et les voitures, représentaient une grande partie des revenus, mais elles diminuent quand les gens dépensent moins. Lors de la pandémie de 2020, la consommation et les recettes fiscales ont chuté. Ces politiques visaient à maintenir l'économie en marche, mais elles ont fragilisé le système fiscal, l'empêchant de soutenir le gouvernement lors de l'effondrement des ventes de terrains. Nous avons vu ce qui a déclenché le problème actuel. Examinons maintenant les facteurs qui continuent de l'aggraver. Parlons d'abord de la déflation, le tueur silencieux de l'économie chinoise. La déflation se produit lorsque les prix baissent constamment, de manière générale. Des choses moins chères peuvent sembler géniales, mais c'est actuellement un désastre pour un pays comme la Chine. Quand les prix baissent, les entreprises gagnent moins sur leurs ventes. Cela signifie moins d'argent pour payer les salaires, rembourser les prêts et investir dans de nouveaux projets. Quand les entreprises ont des difficultés, elles paient moins d'impôts, privant le gouvernement de liquidités. Ce phénomène est très répandu en Chine. Depuis des années, les prix que les usines facturent pour les marchandises, appelés l'indice des prix à la production, sont bloqués en territoire négatif. En mars 2025, l'indice des prix à la production en Chine a baissé de 2,5% sur un an, en deçà des prévisions d'une baisse de 2,3%. Cette baisse reflète les défis économiques persistants. Les usines gagnent moins pour l'acier, les vêtements ou l'électronique, tuant leurs profits. Mais pas seulement les usines. La déflation rend les gens hésitants à dépenser car ils anticipent au cours des prix plus bas à l'avenir, ce qui freine la consommation immédiate. Les gens épargnent leur argent en le cachant sous le matelas plutôt que de faire des achats. C'est un énorme problème en Chine, où la consommation des ménages est déjà faible. En 24-20, les ventes au détail ont augmenté à leur rythme le plus lent, en décennies, atteignant à peine 2%. Quand les gens arrêtent d'acheter, les entreprises vendent moins, et toute l'économie ralentit. Les recettes fiscales du gouvernement diminuent, en raison de la baisse de la circulation monétaire. Les taxes sur la valeur ajoutée, issues des ventes de biens, ont chuté de 8% en 2023. La déflation est comme des sables mouvants. Des prix bas tirés à l'extrême compliquent la survie des entreprises et du gouvernement. Avec moins de recettes fiscales, le gouvernement ne peut pas honorer ses engagements, ce qui empire la crise. Qu'est-ce qui provoque cette déflation ? En grande partie, une faible demande.
Les Chinois limitent leurs dépenses par crainte pour leur emploi, leur endettement et la dévaluation de leur épargne. De plus, la demande mondiale pour les produits chinois diminue. Des pays comme les États-Unis et ceux d'Europe n'achètent pas autant en raison de leurs propres problèmes économiques et tensions. Cela laisse les usines chinoises, avec trop de produits et pas assez d'acheteurs, alors elles baissent les prix pour vendre ce qu'elles peuvent. Mais ces prix plus bas alimentent la spirale de la déflation, réduisant encore plus les bénéfices et les recettes fiscales. C'est un cercle vicieux qui sape la capacité de la Chine à se financer, poussant la crise fiscale jusqu'au point de rupture. Passons maintenant à l'effondrement du marché immobilier, qui est un autre problème en cours qui aggrave encore la crise fiscale. Depuis 2021, la faillite de grands promoteurs comme Evergrande et Country Garden, criblés de dettes, a entraîné les gouvernements locaux dans une spirale. Lorsque les promoteurs ont cessé d'acheter des terrains, cet argent a disparu du jour au lendemain. Cela les a laissés dans l'embarras pour couvrir les dépenses de base et dépendre de ce système fiscal sous-développé pour les revenus. L'effondrement immobilier a aussi fortement impacté les industries liées. Les entreprises de construction, les sidérurgistes et les fournisseurs de meubles ont licencié des travailleurs car il n'y a pas de demande pour de nouveaux bâtiments. Cela signifie moins d'emplois et moins de revenus à taxer. Les recettes fiscales sur le revenu personnel du gouvernement, déjà basses, ont été impactées par la hausse du chômage. De plus, des millions de familles ayant investi leurs économies dans des appartements se retrouvent avec des biens moins chers ou à moitié construits. Cela les rend moins dépensiers, alimentant ainsi le problème de déflation mentionné précédemment. L'effondrement immobilier aggrave également la crise de la dette. Les gouvernements locaux ont emprunté massivement en garantissant les prêts avec les futures ventes de terrains. Sans revenus fonciers, ils sont incapables de rembourser leurs prêts. Les banques, nerveuses, refusent de prêter davantage, compliquant le maintien des services gouvernementaux. Le gouvernement central a essayé d'intervenir, offrant un transfert de 1,5 trillion de yuans en 2023. Mais c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe cassée. La chute du marché immobilier ne concerne pas seulement les bâtiments vides. C'est une catastrophe qui affame le système fiscal, écrase les emplois et accumule la dette sur une économie qui a déjà du mal à respirer. Passons maintenant à la collecte agressive des impôts, une caractéristique de cette crise fiscale. En l'absence d'autres sources de revenus en ce moment, le gouvernement chinois est désespéré pour de l'argent. Cela a engendré une répression sévère de l'évasion et des échappatoires fiscales. Ça semble juste, non? Mais voici le problème. Ces répressions sont si agressives qu'elles effraient les entreprises et étouffent la croissance. Les petites et moyennes entreprises, qui représentent environ 80% des emplois urbains et plus de 50% des recettes fiscales de la Chine, sont les plus touchées. Le gouvernement a mis en place de nouvelles réglementations et audits, exigeant des arriérés d'impôts et infligeant de lourdes amendes. Ces dernières années, les autorités fiscales mongoliennes ont renforcé les règles fiscales, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'impôt sur les sociétés, compliquant la conformité pour les entreprises. Des entreprises technologiques et de vente au détail font l'objet d'audits surprenants qui examinent leurs registres financiers sur plusieurs années. Cette approche agressive crée un climat de peur. Les entreprises hésitent à investir ou embaucher par crainte du percepteur. Certaines réduisent leurs coûts en licenciant du personnel ou en fermant totalement. Rien qu'en 24-20, plus de 500 000 petites entreprises ont fermé, en partie à cause de ces pressions fiscales. Cela signifie moins d'emplois et moins de recettes fiscales à long terme, ce qui est l'opposé de ce que veut le gouvernement. Les grandes entreprises, y compris les géants de la technologie et les fabricants, font face à des règles plus strictes, notamment sur l'impôt sur le revenu des sociétés, qui a grimpé de 15% à 25% pour certaines entreprises récemment. Le gouvernement vise même les profits à l'étranger, compliquant l'expansion internationale des entreprises. De plus, cette collecte agressive entrave la reprise économique. La fermeture ou la réduction d'activité des entreprises impacte leurs achats auprès des fournisseurs, affectant ainsi toute la chaîne d'approvisionnement. Cela réduit encore plus les revenus du gouvernement, car il y a moins d'activités économiques à taxer. Les répressions fiscales effraient les investisseurs étrangers, qui voient la Chine comme un lieu risqué pour les affaires. L'investissement direct étranger a chuté à un creux de 30 ans, en 2024, avec seulement 350 milliards de yuans entrants. Moins d'investissement implique une croissance ralentie, un taux d'emploi réduit, et des recettes fiscales moindres. Le désespoir du gouvernement complique les choses. Plus ils serrent fort, plus ils endommagent l'économie, faisant déborder la crise fiscale hors de contrôle. Plongeons maintenant dans les conséquences économiques et mondiales de la crise fiscale chinoise. Un gâchis qui ébranle non seulement la Chine, mais le monde entier. Cette crise, enracinée dans un système fiscal défaillant et des revenus en déclin, a un impact considérable et des retombées massives.
Nous parlons de services publics qui s'effondrent, du commerce plongé dans le chaos, des pays qui se démènent pour réagir, et de la menace imminente d'un ralentissement, voire d'une récession totale. Accrochez-vous, car c'est une affaire sérieuse qui affecte tout le monde. Commençons par discuter de la fermeture ou de la réduction choquante des services publics. Quand les gouvernements locaux ne peuvent pas rembourser leurs dettes et qu'il n'y a pas assez de recettes fiscales pour subventionner les dépenses, ils réduisent drastiquement les dépenses sur la santé, l'éducation et même les services publics essentiels. Certaines villes voient leurs hôpitaux réduire les horaires ou fermer des services complets. En 2023, la baisse des dépenses de santé des gouvernements locaux a réduit l'accès aux soins pour des millions de personnes. Dans certaines régions, les fonctionnaires, comme les policiers, les pompiers et les employés du gouvernement, voient leurs avantages réduits ou leurs salaires retardés. Dans les provinces plus pauvres comme Guizhou, la taille des classes augmente, car il n'y a pas de budget pour embaucher plus de personnel. Des écoles ont fermé, forçant les enfants à faire de longs trajets jusqu'à la ville suivante. Les dépenses en éducation ont diminué de 8% en 2024. Ce ne sont pas que des chiffres, mais des enfants qui perdent leur chance d'un avenir meilleur. Puis il y a l'infrastructure de base. Les routes sont en mauvais état, les bus publics sont moins fréquents, et des villes peinent à maintenir l'éclairage public. Ce n'est pas seulement un problème de paperasse, ce sont de vraies personnes qui perdent l'accès aux services dont elles dépendent. Cela a engendré une frustration grandissante chez les citoyens qui voient leur communauté s'effondrer sous le poids de ce gaspillage financier. Passons maintenant aux perturbations commerciales, la crise en Chine faisant plonger les marchés mondiaux. La Chine n'est pas simplement un autre pays, c'est l'usine du monde, gérant 30% de la fabrication mondiale et une énorme part du commerce international. Quand son économie trébuche, tout le monde le ressent. La crise fiscale freine la croissance chinoise, avec des recettes en baisse et des gouvernements locaux réduisant leurs dépenses. Cela implique que les usines pourraient réduire leur production en raison d'une faible demande nationale et internationale pour les entreprises. La guerre tarifaire avec les États-Unis pourrait aussi avoir un impact. La baisse des exportations chinoises, notamment des produits électroniques de Shenzhen et des vêtements de Guangzhou, est préoccupante pour les pays qui en dépendent. En 2024, les exportations de la Chine ont chuté de 5%, la plus forte baisse depuis la crise financière de 2008. Cela perturbe les chaînes d'approvisionnement, rendant plus difficile pour les entreprises du monde entier d'obtenir les pièces dont elles ont besoin. Puis il y a le côté des matières premières. Le boom de la construction en Chine, alimenté par les ventes de terrains, consommait des tonnes d'acier, de cuivre et de pétrole. Mais avec l'effondrement du marché immobilier, la construction est stoppée. Cela signifie une moindre demande de matériaux, frappant durement des pays comme l'Australie, le Brésil et le Canada. Les exportations de minerais de fer de l'Australie vers la Chine, qui représentent environ 20% de son économie, ont chuté de 15% en 24-20. Les prix du pétrole vacillent également, la demande d'énergie de la Chine diminuant. Il ne s'agit pas que de chiffres, mais d'emplois dans les villes minières et les ports dépendant de la demande chinoise. La guerre commerciale avec les États-Unis empire la situation. En 2025, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 145% sur les produits chinois. Ces tarifs et barrières étouffant le commerce, augmentant les prix de tout, des smartphones aux pièces de voiture. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont un nœud complexe, que la crise fiscale chinoise resserre davantage. Au niveau international, les pays ne se contentent pas d'observer la crise, ils réagissent de manière à remodeler l'économie mondiale. Lorsque les recettes fiscales de la Chine ont commencé à chuter, cela a envoyé des ondes de choc à travers les marchés internationaux. Les marchés boursiers au Japon et en Allemagne, dépendant de la Chine comme plaque tournante manufacturière, ont chuté de 8% en 2024. Les pays se démènent pour se protéger. Le Japon, notamment, incite les entreprises à relocaliser leurs usines de Chine vers le Vietnam ou l'Inde. La relocalisation s'accélère, les entreprises s'inquiétant de l'instabilité chinoise. En 2080, 30% des entreprises japonaises opérant en Chine ont déclaré réduire leurs activités en raison de la crise fiscale. Les États-Unis intensifient leurs efforts de désaccouplement, imposant des tarifs et des sanctions pour diminuer leur dépendance aux produits chinois. Ce n'est pas seulement de la politique, c'est une réponse directe à l'affaiblissement de l'économie chinoise, que la crise fiscale aggrave. La réponse européenne est mitigée. L'Allemagne veut préserver ses liens commerciaux avec la Chine, mais prône une réduction des risques en diminuant sa dépendance aux chaînes d'approvisionnement chinoises. En 2024, l'Union européenne a entamé des pourparlers pour de nouveaux accords commerciaux avec l'Asie du Sud-Est pour se diversifier de la Chine. Les pays en développement, notamment en Afrique, sont nerveux
car la Chine, leur principal prêteur pour les infrastructures, réduit ses prêts en raison de la baisse de ses recettes fiscales. En 2023, les prêts chinois à l'étranger ont baissé de 50%, laissant des projets tels que les routes kenyanes inachevées. La réponse internationale ressemble-t-il à une partie d'échec mondial, chaque pays cherchant à se protéger de la crise chinoise? Abordons maintenant le risque de ralentissement ou de récession, le sujet le plus inquiétant. L'économie chinoise ralentit déjà, estimée à 4,5% en 2025, le plus bas en décennies, en dehors de la pandémie. La crise fiscale est une raison majeure. Les gouvernements locaux manquent d'argent et réduisent les dépenses en infrastructures et services, freinant ainsi la croissance. Les entreprises souffrent également, touchées par la déflation et des audits fiscaux agressifs. Le problème est qu'une récession en Chine ne resterait pas en Chine. L'économie mondiale est étroitement liée, et la part de la Chine de 18% du produit intérieur brut mondial signifie que ces douleurs sont les douleurs de tout le monde. Un ralentissement accru des usines chinoises risquerait de paralyser les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cela entraînerait une hausse des prix des biens tels que l'électronique ou les voitures, affectant les consommateurs aux États-Unis et en Europe. Une récession chinoise risquerait de faire chuter les marchés boursiers mondiaux, les investisseurs paniquant face à la baisse des profits. La Banque mondiale a estimé en 2025 qu'une baisse d'1% de la croissance de la Chine pourrait réduire de moitié 1% du produit intérieur brut mondial. Cela représente des milliards de dollars de pertes en emploi, commerce et croissance mondiale. Le secteur bancaire est aussi préoccupant. Les banques chinoises croulent sous les mauvais prêts suite à l'effondrement immobilier et à l'endettement des gouvernements locaux. Si les banques font faillite, cela gèlerait les prêts, rendant plus difficile le fonctionnement des entreprises et poussant la Chine plus profondément en récession. L'impact serait mondial. Les banques étrangères liées à la Chine, comme à Hong Kong ou Singapour, subiraient des pertes. Le risque dépasse un simple ralentissement. C'est un effet domino qui pourrait entraîner le monde dans une dépression. Prenons un instant pour examiner les efforts déployés pour résoudre ce gâchis et envisager l'avenir du dragon de l'Est. La crise fiscale de la Chine, avec ses revenus en chute libre et sa dette qui explose, est un problème énorme, mais Pékin agit pour y remédier. La restructuration fiscale est centrale dans le plan de Pékin pour gérer cette crise. Le système fiscal chinois, trop dépendant des ventes de terrain et des taxes faibles, est une des principales causes de la dégradation de la situation. Pékin est conscient que cette configuration est inefficace et tente de créer un système plus stable. Une idée majeure est l'instauration d'une taxe foncière nationale. La Chine se distingue des autres grandes économies en n'imposant pas de taxe foncière basée sur la valeur des propriétés. Une taxe foncière pourrait fournir aux gouvernements locaux un flux constant de liquidités. La Chine a lancé des tests de taxes foncières dans plusieurs villes pour évaluer la viabilité de ce projet. Si elle était déployée dans tout le pays, elle pourrait apporter plus d'argent qui pourrait aider les budgets des gouvernements locaux. Ça semble prometteur, n'est-ce pas? Mais c'est ici que le scepticisme entre en jeu. Déployer une taxe foncière est risqué. Les propriétaires, surtout la classe moyenne, sont mécontents de payer de nouvelles taxes alors qu'ils subissent déjà les conséquences de la crise immobilière. Beaucoup ont acheté des appartements à des prix exorbitants, pour ensuite voir leur valeur chuter. L'ajout d'une taxe supplémentaire donne l'impression d'un coup au visage, et Pékin craint de déclencher des manifestations. De plus, déterminer les valeurs immobilières à travers un pays immense comme la Chine est un cauchemar. Les zones rurales et les grandes villes comme Pékin ont des marchés très différents. De plus, les programmes pilotes progressent lentement. Selon des experts, il faudra 10 ans pour bien faire les choses. Mais les gouvernements locaux ont besoin d'argent maintenant, pas en 2035. Une taxe foncière peut encourager le changement, mais ce n'est pas une solution rapide, et la résistance politique pourrait la compromettre. La restructuration fiscale inclut aussi une hausse des impôts sur le revenu des particuliers. En Chine, seuls environ 10% des travailleurs paient l'impôt sur le revenu. Le seuil d'exonération étant d'environ 60 millions, soit environ 8 000 $ par an. Pékin souhaite réduire le seuil et ajouter des tranches d'imposition pour que les hauts revenus perdent davantage. En 2024, ils ont ajusté le système, augmentant le taux d'imposition maximal de 45% à 50% pour les revenus supérieurs à 1 million de yuan, environ 138 000 $ par an. Cela pourrait rapporter un supplément de 500 milliards de yuan par an, une part décente pour un gouvernement désespéré de liquidité. Ils luttent aussi contre l'évasion fiscale en utilisant la technologie pour mieux tracer les revenus. En 2023, ces efforts ont rapporté 200 milliards de yuan d'arriérés d'impôts des hauts revenus. Ce système plus équitable, où les biens portants aident davantage à résoudre la crise, est un pas en avant, mais il a aussi ses défauts. Augmenter les impôts sur le revenu pourrait inquiéter les entrepreneurs et investisseurs, déjà nerveux concernant l'économie chinoise. L'investissement étranger a chuté à un plus bas de 30 ans en 2024, et une augmentation des impôts pourrait aggraver les choses. De plus,
La classe moyenne chinoise se sent oppressée par le chômage et la baisse des impôts fonciers. Exiger d'eux de payer davantage pourrait diminuer leurs dépenses, déjà basses. Moins de dépenses signifie moins d'activité économique, réduisant d'autres taxes comme la taxe sur la valeur ajoutée. C'est comme presser un ballon. On appuie à un endroit et il gonfle ailleurs. La restructuration fiscale, une démarche audacieuse, est un équilibre délicat entre hausse des revenus et frein à la croissance. Pékin essaie, mais la crise est si profonde que ces changements pourraient ne pas suffire. Abordons la refonte fiscale, qui vise à réexaminer les dépenses et emprunts du gouvernement chinois. Les gouvernements locaux sont écrasés par des billions de yuans de dettes, principalement dus à des véhicules de financement douteux, basés sur des ventes de terrains. Sans revenus fonciers, ils ne peuvent pas rembourser. Pékin encourage un grand nettoyage, en commençant par échanger des prêts à taux d'intérêt élevés contre des prêts moins chers. En 24-20, ils ont émis 3 billions de yuans en obligations spéciales pour refinancer la dette locale, réduisant les coûts d'intérêt de 2%. Cela offre aux villes une flexibilité pour réallouer des fonds vers les hôpitaux ou les écoles, dont le financement a diminué de 12% en 2023. C'est une mesure pragmatique pour maintenir les choses en attendant des solutions pérennes. Pékin durcit également les règles d'emprunt pour ses véhicules de financement, exigeant plus de transparence et limitant les nouveaux prêts. En 2025, les nouveaux emprunts des gouvernements locaux ont chuté de 20%, signe qu'ils essaient de rompre avec l'addiction à la dette. Le gouvernement central assume plus de responsabilités de dépenses, comme le financement des programmes de santé nationaux, pour soulager les budgets locaux. En 2024, les transferts centraux vers les provinces ont atteint 10 billions de yuans, en hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Ce changement vise à rééquilibrer la situation où les gouvernements locaux paient 70% des dépenses, avec seulement 45% des revenus, un problème provenant de la réforme fiscale de 1994. Mais voilà le problème. La refonte fiscale est lente alors que la crise évolue vite. Le refinancement de la dette aide, mais il n'efface pas le problème de 100 000 milliards de yuan. Il ne fait que repousser le problème. Les gouvernements locaux dépendent des transferts centraux en l'absence de vente de terrain, mettant à rude épreuve le budget de Pékin. La dette du gouvernement central atteint 30 000 milliards de yuan en 2025. Resserrer les règles d'emprunt semble judicieux, mais prive les villes de liquidités pour les infrastructures, moteur important de croissance. Les dépenses de construction ont chuté de 25% en 2024, ralentissant encore plus l'économie. Et bien que Pékin augmente ses dépenses, ce n'est pas suffisant pour combler le déficit. Des provinces, comme le Guizhou, mendient toujours des renflouements. La refonte fiscale est comme reconstruire une maison pendant une tempête. C'est nécessaire, mais le toit fuit encore. Ces réformes sont positives. Ils dépeignent un avenir où Pékin, en maintenant sa trajectoire actuelle, se retrouvera bien mieux positionné d'ici quelques années. Cependant, le défi clé est que les réformes sont trop lentes pour correspondre à la vitesse de la crise. Les gouvernements locaux ont un besoin immédiat d'argent, les taxes foncières n'étant pas une solution à court terme. Sans une action plus rapide, 30% des provinces de Chine feraient face à des défauts budgétaires d'ici 2027, déclenchant une crise plus profonde. De plus, il faudra voir si Pékin reste ferme face à l'opposition publique au fil du temps.